Donc, bonjour à tous, bienvenue à votre cours sur les mesures de dispersion. Grosso modo, quand on a parlé de la moyenne, je vous ai dit la moyenne, des fois, c'est une donnée qui est représentative, elle est utile, des fois la moyenne ne représente pas bien notre distribution. Comment qu'on fait pour savoir si notre moyenne est bonne ou pas bonne? Bien, pour savoir ça, on va utiliser quelque chose qui s'appelle les mesures de dispersion et plus particulièrement la variance et l'écart type. Donc, je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer des exemples où la moyenne marche ou où la moyenne ne marche pas. Exemple tiré de ma vie personnelle. Quand j'étais en secondaire 5, on a fait un examen sur l'optimisation. Et la moyenne, elle était de 95%. Et la plus basse note était de 90%. Et la plus haute note était de 100%. Donc, dans ce cas-ci, on peut dire que la moyenne était quand même très précise. Quand j'étais à l'université, donc quand la première fois que j'ai enseigné dans ma vie à l'université, j'étais auxiliaire d'enseignement, j'ai corrigé un examen. Il y a quelqu'un dans un examen qui a réussi à avoir la magnifique note de 0%. C'est la seule et unique fois que j'ai vu ça dans ma vie, dans ma carrière d'enseignant, quelqu'un qui a réussi à avoir 0, là. Quelqu'un qui se pointe à l'examen et qui a tout mal. J'ai vu ça une fois dans ma carrière. Et il y a un autre dude, ou une doudette, là, je me rappelle plus, qui avait réussi à avoir 100%. La moyenne était autour de 60. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que la moyenne elle représente bien la situation? Mais là, on voit que l'écart est beaucoup plus grand. Donc, est-ce que la moyenne ici, elle représente bien la situation? C'est un peu plus dur à dire. Donc, dans ce cas-là, pour savoir si notre moyenne est bonne ou n'est pas bonne, on va aller étudier un objet qui s'appelle la variance. C'est quoi ça, la variance? On va aller lire la définition, puis vous allez voir, après la lecture, ça va pas vraiment plus vous aider, mais après, je vais traduire en français, puis là, ça va être clair. Donc, la variance. La variance, c'est quoi? La variance, c'est sigma carré pour une population et S carré pour un échantillon. Je vais revenir là-dessus. Donc, grosso modo, la variance est essentiellement la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Je vous l'avais dit, c'est pas clair. Donc, c'est quoi ça? La moyenne des écarts à la moyenne. Donc, grosso modo, je vais vous montrer un exemple, là, ça va être beaucoup plus clair. Donc, ça, c'est un exemple qu'on a déjà fait dans le cours. Ici, j'ai une liste de données. Puis, on a calculé la moyenne qui est ici, là, avec la fonction moyenne. J'ai fait moyenne, j'ai tout sélectionné. Ça a calculé ma moyenne. Là, si on veut calculer la variance. La variance, c'est quoi? C'est la moyenne des écarts moyennes au carré. C'est quoi ça, les écarts à la moyenne? Les écarts à la moyenne, c'est, je vais prendre chacune de mes données, puis je vais aller calculer à quelle distance elle se trouve de la moyenne. Donc, 12, je vais aller calculer à quelle distance elle se trouve de ma moyenne de 8. Pour faire ça, c'est juste la différence entre les deux. Je ne vais pas faire 12 moins 8, là, je vais le faire avec des clics pour que je sois quelqu'un d'intelligent. Ça veut dire que là, maintenant, l'écart entre lui est de 8. Donc, l'écart entre cette donnée-là et la moyenne est de 4. Je vais juste aller bloquer lui pour l'incrémentation et je vais aller calculer l'écart pour toutes mes données. Voilà. Donc, ça, c'est l'écart de chacune de mes données avec la moyenne. Donc, quand c'est 12 et 8, l'écart c'est 4. Quand c'est 11 et 8, l'écart c'est 3. Et ça arrive des fois que mon écart est négatif. Donc, ici, quand j'avais 4, et la moyenne c'est 8, mais l'écart est de moins 4. Et ça, c'est un problème. On ne veut pas avoir des écarts négatifs. Parce que si j'ai des écarts négatifs, les écarts vont comme s'annuler. Si je calcule, si je ne sais pas moi, si j'ai une moyenne ici là, à une donnée quelconque, puis j'ai une donnée qui se trouve à une distance de 4, puis j'ai une donnée qui se trouve à une distance de moins 4, je veux pas que les écarts se cancellent. Je voudrais que les écarts s'additionnent. Un écart négatif, je veux pas qu'il cancelle un écart positif, ça va pas m'aider. Fait que pour éviter que l'écart soit négatif, il existe un truc en mathématiques qui est de le mettre au carré. Donc, pour s'assurer que mes écarts soient positifs, truc de magie des mathématiques, on le met au carré. Comme vous savez, un nombre qui est mis au carré devient automatiquement positif. Plus gros, oui, mais positif. Donc, le carré, j'ai fait circonflexe 2, là, comme ça fait chapeau carré. Donc, il se met au carré. Et je vais faire la copie incrémentée pour le faire à tout le monde. Donc, c'est quoi ça ici? C'est la différence entre mes données et ma moyenne, mais au carré. Donc, c'est l'écart entre mes données et ma moyenne et au carré. Et c'est ça la définition de l'écart type. Donc, les écarts à la moyenne au carré. Donc, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Donc, j'ai fait les écarts. Ça l'a été. C'est les écarts à la moyenne au carré.
Puis la moyenne de mes écarts, c'est ça l'écart type. Donc l'écart type, traduction type, c'est cette moyenne-là. La moyenne de tous mes écarts. Alright? Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'écart, la variance. Plus mes données, plus ce chiffre-là va être gros, plus mes données vont être distancées, plus ce chiffre-là va être petit, plus mes données vont être collées. On va jaser tantôt, là, c'est quoi un gros écart type, c'est quoi un petit écart type, on va apporter une notion beaucoup plus précise, essentiellement quand on va parler du coefficient de variation, mais on va donner c'est quoi un gros et un petit écart type. En fait, c'est pas l'écart type, j'arrête pas de dire écart type, là, mais c'est la variance qu'on calcule, parce que vous verrez, la variance, on s'en sert pas beaucoup. Bougez pas, j'ai comme un petit bug dans mes affaires. Bon, voilà, donc, on va fermer ça. Donc, grosso modo, ici, notre variance est de 15. Je disais donc, plus le 15 plus la valeur est grosse, plus les données sont différentes, plus c'est petit, plus ça se ressemble. Je suis pas là. Je suis dans Dragon. Donc voilà, donc c'est ça grosso modo la variance, c'est qu'on fait, on fait les écarts à la moyenne, puis on fait la moyenne de ces écarts-là, puis c'est ça qui va nous donner ce qu'on appelle la variance. Deux exemples où est-ce que la variance peut être intéressante à aller étudier. Donc, exemple 16, un homme mesure son rythme cardiaque après une course, il obtient 151 battements par minute, alors que la moyenne pour son âge est de 145 battements. Mais là, c'est-tu bien grave d'avoir 6 battements de plus que la moyenne? Pas vraiment, là, il n'y a pas personne qu'il faut vraiment s'inquiéter de ça. Cependant, ici, c'est une femme qui mesure sa température buccale, puis elle fait 39 degrés Celsius, puis on sait que la moyenne, elle est de 37. Donc, est-ce que la fille fait beaucoup de fièvre? Oui, elle fait énormément de fièvre. Là, c'est quand même bizarre la donnée qui est ici, parce que là, ici, on a 2 degrés de différence, puis en haut, on avait 6 battements, mais le 2 ici, c'est une grosse valeur, puis le 6 de différence entre les deux, ça, c'est pas vraiment grave. Pourquoi? C'est justement là, de l'exemple de vous donner que la variance, ici, elle est très petite. Fait que quand on a une très très petite variance, plus vous vous éloignez de la moyenne, plus c'est grave, plus c'est important. Puis si votre variance elle est plus grande, plus vous vous éloignez de la moyenne, moins ça a un impact important sur la vie. Donc, grosso modo, c'est juste pour vous introduire comment ça se comporte, grosso modo, la variance. Maintenant, la variance, c'est rare qu'on utilise ça. En général, ce qu'on utilise, c'est l'écart type. Et l'écart type, c'est quoi? C'est simplement la racine carrée de la variance. Donc, grosso modo, quand on a fait notre calcul de la variance, toutes nos données y avaient été mises au carré. Donc, pour calculer notre écart type, grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la racine carrée de notre variance pour ramener ça dans le bonne échelle. Vu que c'était mis au carré, en prenant la racine, on va le ramener dans le bonne échelle. Comment on fait une racine avec Excel? Ben, on tape racine. Racine de votre valeur. Et ça ici, le 3.87, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Et c'est plus ça qu'on veut utiliser parce que ça nous ramène dans une échelle qui est plus comparable à notre moyenne. Donc, c'est comme si on allait canceller notre carré avec notre racine, c'est vraiment juste ça l'idée. Donc, la variance, on en parle, dans le fond, juste pour introduire l'écart type. On peut s'en servir dans certains autres cas, là, quand on pousse un petit peu plus les mathématiques et la probabilité. Mais grosso modo, ce qu'on va utiliser dans le cours, c'est l'écart type. Juste une petite seconde. Donc, excusez pour la petite pause bizarre, mon téléphone a sonné chez nous. OK. Donc, je parlais, on était rendu ici. Donc, grosso modo, ça, c'est les formules qu'on utilise pour calculer l'écart type par rapport à si on a une population ou par rapport à si on a un échantillon. Et là, c'est un peu weird parce que grosso modo, c'est la même formule. Si on a une population, on utilise la notation qu'on utilisait pour la moyenne qui est mu. Puis quand on a ici l'échantillon, on utilise x bar, la notation qu'on avait pour l'échantillon. Sauf que là, ce qui est un peu weird, c'est qu'il y en a un qui est divisé par n, puis l'autre est divisé par n-1. La raison de ça est un peu compliquée à expliquer. Ça nécessite des mathématiques qui dépassent un peu les idées du cours, mais il y a moyen de donner une explication non convaincante, mais un peu justificative, là. Le but de calculer un écart type ou une moyenne, c'est de pouvoir aller estimer la moyenne d'une population par rapport à un échantillon. Donc, quand on fait la statistique, on a une population, puis à l'aide d'un échantillon, on essaie d'aller extrapoler les données de notre échantillon à notre population. Et quand on va prendre l'écart type d'un échantillon, le but, ça va être d'aller estimer l'écart type de notre
population. Alright? Et étrangement, quand on divise par n-1, ça va donner une meilleure estimation. Pourquoi? Posez pas de questions. Okay? Ça le fait. Moi, je connais les mathématiques, puis ça fonctionne vraiment. Donc, quand on travaille avec une population, vous divisez par n, mais quand vous travaillez avec un échantillon, quand on divise par n-1, ça estime mieux la population. L'explication est trop compliquée pour être expliquée en 5 minutes dans le coin d'une page dans un cours de statistique. Il faut beaucoup de cours de stats avec des maths relativement avancées pour avoir une explication qui est claire et convaincante. Donc, quand on fait un échantillon, on divise par n-1, quand on fait une population, divisé par grand N. Pourquoi? Parce que. Ça résume bien la situation, je pense. Et là, on va faire un petit exemple. Donc ici, l'auteur des notes de cours voulait vous faire calculer un écart-type à la main. Et moi, je réponds à ça. Qu'est-ce que tu penses de non? Calculer un écart-type à la main, c'est pas loin d'une torture. Fait que grosso modo, je vais vous montrer comment on peut les calculer avec Excel. Je vais vous montrer un cas quand les données sont séparées comme ça. Un cas quand les données sont sous forme de tableau. Puis un cas quand elles sont sous forme de classe. Ce ne sera pas vraiment différent, classe puis tableau. Là. Ça va être grosso modo la même chose. Le cas le plus facile, c'est clairement celui-là ici. Le cas où est-ce que mes données sont juste brutes comme ça, pas mises dans un tableau. Dans ce cas-là, on sort mon Excel. Ne bougez pas, il va finir par arriver. Et ça, ici, c'est les mêmes données de l'exemple que je vous ai montré là, quand j'ai fait l'exemple avec les écarts tantôt. C'est exactement les mêmes données qu'il y avait sur les données brutes que je vous ai montrées. Je cherche mes mots, ça n'a aucun sens. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez procéder comme je l'ai fait. C'est un peu plus long. Mais dans Excel, il existe une formule qui est préprogrammée qui s'appelle écart-type. Là, vous en avez deux. Vous avez écart-type Pearson, écart-type standard. Pearson, c'est l'inventeur de l'écart-type, si on peut dire. Hein. Donc, écart-type P pour population, puis écart-type S pour échantillon. Donc, quand vous voulez calculer l'écart-type d'une population, vous cliquez sur écart-type Pearson, vous sélectionnez vos données, Enter, bingo, c'est fait. Puis regardez, hein, on arrive à la même réponse que j'avais faite tantôt. Super. On peut essayer l'autre là pour vous montrer. Il n'y a pas d'accent aigu. Si je fais écart-type standard, la différence avec l'écart-type standard, c'est qu'au lieu de diviser par le nombre de données, il divise par le nombre de données moins 1, comme j'avais dit tantôt dans la formule. Donc, on n'arrive pas exactement à la même donnée. Vu que lui est divisé par une valeur plus petite, ben, l'écart-type est plus grand. Donc, écart-type population, écart-type Pearson, écart-type échantillon, écart-type standard. Donc, dépendamment si vous travaillez avec une population ou un échantillon dans les exemples, il faut utiliser soit standard, soit P, selon vous avez besoin. Donc, grosso modo, nous autres, c'était un échantillon, clairement. Là, fait que celui qu'on va utiliser, c'est le 3.93. Donc, la réponse dans ce cas-ci, Drawboard, ça va être 3.94. Et c'est quoi le contexte? Donc, c'était des heures de travail, donc 3.94 heures. Voilà. Donc, on a un écart-type de 3.94 heures. Je vais vous montrer tantôt comment on peut interpréter un écart-type, à quoi ça sert, comment on peut jaser, qu'est-ce que ça veut dire. Pour l'instant, on a fait les calculs, on est content. Je vais faire 2 exemples, puis après, je vous explique qu'est-ce qu'on peut dire avec ça. OK, quand nos données sont regroupées sous forme de tableau, on ne peut pas utiliser directement le écart-type de Excel. Il faut qu'on se fasse un petit tableau pour être capable de le calculer. Donc, grosso modo, ça, c'est l'exemple ici qu'on avait fait tantôt. Donc, le nombre de voitures possédées par ménage au Québec. Donc, il y a des 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 voitures, puis ça, c'est le nombre de ménages. La différence, maintenant, c'est que, dans le fond, les écarts ici, j'ai 11 ménages ici, donc si je fais 1 moins ma moyenne, c'est juste que cette donnée-là se retrouve 11 fois. Donc, comme avec la moyenne, il fallait faire un SUMPROD, il va falloir que la donnée qui est ici soit répétée 11 fois. Puis la donnée 2 voitures soit répétée 23 fois. Puis la donnée 3 soit répétée 9 fois. Donc, grosso modo, c'est ça l'idée. Vous faites votre donnée moins votre moyenne au carré, mais vous multipliez par le nombre de fois que cette donnée-là arrive. Pour faire ça avec Excel, celui-là, exemple 2, où est-il? Il est là. Donc, je l'ai déjà fait le tableau pour vous, et j'ai calculé déjà la moyenne, comme je vous avais montré sur le cours sur les moyennes. Donc, si vous ne vous rappelez pas, je vous invite à aller regarder comment faire, mais c'est avec un SUMPROD. Quand on veut calculer l'écart-type, on va commencer par aller calculer comme
C'est pas vraiment une colonne de tableau officielle, mais on en crée une pour pouvoir calculer l'écart type. Et c'est quoi la colonne qu'on va créer? C'est la colonne xi moins x bar, pas barra, mais bar, au carré. Comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire ma donnée moins ma moyenne au carré, puis je vais le faire pour tout le monde de mon tableau. Donc, on le fait. Ma donnée, j'ai oublié mon égal, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Égal. Ma donnée moins ma moyenne. Fermé. Puis quand on fait notre carré, vous posez sur votre accent circonflexe. Là, quand vous posez sur accent circonflexe, comme vous voyez, ça fait focal. C'est pas grave. Vous posez sur 2. Fait que circonflexe 2. Tout simplement. Et donc là, quand on fait Enter, ça l'a calculé. Si vous voulez toutes les faire avec une copie incrémentée, on ne veut pas que la moyenne bouge. Hein? Fait qu'allez mettre des signes de pièces dans votre cellule moyenne. Vous pouvez poser sur F4. Comme ça met des signes de pièces gratuitement sur votre cellule. Enter. Là, vous faites une copie incrémentée de tout le monde. Donc ça ici, c'est quoi? C'est la différence entre ma donnée moins ma moyenne au carré. Donc, grosso modo, je viens de calculer ça ici. Maintenant, il faut que je fasse fois mon effectif et divisé par mon nombre de données. On revient dans mon Excel. Donc, cette donnée-là, elle est là 4 fois. Cette donnée-là, elle est là 11 fois. Cette donnée-là, elle est là 23 fois. Donc, il faut que je fasse lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui, plus lui fois lui. Grosso modo, là, il faut que je fasse la moyenne, mais avec ça ici. On avait vu comment faire la moyenne dans l'autre cours. Il fallait utiliser la commande sumprod. Puis là, on fait la moyenne entre ces données-là et ces données-là. Puis il faut diviser par notre donnée. La question qu'il faut se poser, c'est que, est-ce que je fais ça pour un échantillon ou une population? Donc là, je suis en train d'étudier 50 ménages de Joliette. C'est pas toute la population de Joliette. Donc, je suis présentement dans un échantillon. Donc, au lieu de diviser par 50, il faut diviser par 50 moins 1, il faut diviser par 49 parce que c'est un échantillon. Je vais écrire 49, ça va être plus facile comme ça. Et ça, c'est pas encore l'écart type, ça, c'est la variance. Pour avoir l'écart type, il faut faire quoi? Il faut faire la racine de ça. Donc, vous pouvez calculer la racine de votre variance. Et ça, c'est vraiment votre écart type ici. Donc, on a un écart type de 0,98. Donc, en arrondissant, ça fait 0,99. Donc, ça veut dire que j'ai un écart type de 0,99. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule un écart type dans ce cas-là. Dans ce cas-ci, c'est exactement le même principe, sauf que quand nos données sont regroupées en classe, on utilise le point milieu comme on faisait avec la moyenne. Fait que c'est exactement la même idée. Je l'ai déjà calculé pour vous autres d'avance, fait que vous pourrez l'essayer chez vous. Moi, c'est ça que je vous suggère. Fait que vous l'essayez chez vous, puis vous pourrez vous corriger. Donc, moi, je l'ai calculé ici, là, je l'ai fait juste sur une ligne. Donc, on arrive avec un écart type de 21,3. Fait qu'ici, j'ai calculé mon xi moins mu. J'ai mis mu parce que c'est pas x bar, parce que c'est une population dans ce cas-ci, pas un échantillon. Donc, j'ai fait de la différence entre mon point milieu puis ma moyenne pour tout le monde. Je l'ai écrit ici. Puis après, j'ai fait la moyenne entre ça et ça. Là, j'ai pas divisé par n-1, j'ai divisé par n parce que c'était vraiment une population. Puis j'ai fait ma racine et ça a calculé mon écart type, c'est 21,3. Donc, on arrive avec un écart type de 21,3 années. Donc, ici, mon écart type pour la population, qui est cette lettre-là, l'espèce de 0 avec une barre, c'est la notation pour un écart type de population qui s'appelle sigma. Donc, c'est 21,3 années. La lettre qui est ici, c'est le symbole pour population. C'est la lettre grecque sigma, c'est le symbole pour population. OK, qu'est-ce que ça veut dire, cet écart type-là? Là, je vais te 3 exemples, j'en ai fait calculer, mais si ça ne sert à rien, pour que c'est faire qu'on fait ça. L'exemple le plus facile à voir, là, que j'explique tout le temps, c'est avec une classe. Quand j'ai fini de calculer la moyenne pour un examen que j'ai corrigé, je calcule toujours l'écart type après. Ce que je peux vous dire, c'est que souvent dans mes cours de sciences, parce que j'enseigne souvent en sciences, mes moyennes tournent autour de 66, puis l'écart type
c'est 20. Fait que j'ai des moyennes, là, c'est ma classe au complet, fait que c'est la population. Puis l'écart type, c'est 20. Ce qui est toujours vrai avec l'écart type, c'est si vous faites la moyenne moins l'écart type, puis la moyenne 66 plus l'écart type, donc on se ramasse avec l'intervalle 46 à 86, ben j'ai 70% des gens qui se trouvent dans cet intervalle-là. Donc j'ai 70% de mes étudiants qui se trouvent dans l'intervalle 46 à 86. Fait que dans l'intervalle que vous faites, là, qui est votre moyenne moins votre écart type, puis votre moyenne plus votre écart type, cet intervalle-là, vous avez toujours 70% des gens qui se trouvent là-dedans. Fait que ça me permet de savoir dans quel intervalle 70% de mes étudiants se trouvent. En général, là, quand j'ai des écarts types de 20, avec une moyenne comme ça, là, j'ai des étudiants qui ont proche du 0, là, puis j'ai d'autres qui sont proches du 100. Là. Si l'écart type avait été plus petit, ben, qu'est-ce qu'on voit? S'il avait été de 10 au lieu de 20, ben, mon intervalle aurait été plus petit. Donc là, mes données auraient été plus concentrées. Donc là, j'aurais 70% de mes étudiants qui sont dans ces données-là. Donc, on peut utiliser cette idée-là pour pouvoir utiliser l'écart type, pour pouvoir interpréter l'écart type. Ou, on peut aller un petit peu plus loin en se disant, on va introduire une nouvelle notion qui s'appelle le coefficient de variation. Et le coefficient de variation va nous permettre, de façon beaucoup plus claire, de dire si nos données se ressemblent ou ne se ressemblent pas. Donc, est-ce que mes données sont collées et ma moyenne est représentative, ou est-ce que mes données sont très, très distancées les unes des autres, puis ma moyenne, ça ne vaut pas de la boîte. Bon. Le coefficient de variation, grosso modo, c'est quoi? Là? Si on fait juste dire la formule là, comme telle, c'est vous prenez votre écart type divisé par votre population, vous faites fois 100, et ça, c'est le coefficient de variation. Pourquoi on est intéressé à vouloir faire ça? Qu'est-ce que ça va nous amener comme information? Bien, ce que j'ai dit tantôt, c'est plus votre écart type est gros, plus vos données sont loin, mais gros comment? Gros par rapport à la moyenne. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si j'ai une moyenne de 66% puis un écart type de 20, moi je vous dis c'est quand même un gros écart type ça. Mais si dans une compagnie, j'ai un salaire moyen de 25 000 puis j'ai un écart type de 2 000 moi je vais vous dire, les salaires se ressemblent en maudit. C'est quand même bizarre de dire ça, parce qu'ici, j'ai un écart type de 20%, ici, j'ai 2000 $ d'écart type, mais je vous dis, ah, ici, c'est bien moins grand l'écart. Pourtant, c'est weird, parce que le 2000, il est bien plus gros que le 20. Oui, c'est vrai, mais par rapport à la moyenne, le 20% par rapport à la moyenne, il est beaucoup plus gros, parce que, c'est mon écart type rentre comme 3 fois dans ma moyenne, tandis que mon 2000 $, il rentre comme 10 fois ou 10-15 fois dans ma moyenne, là. Vous voyez ce que je veux dire, là. Donc, lui, par rapport à lui, il est beaucoup plus petit. Donc, plus votre écart type est gros, oui, plus vos données sont distancées, mais toujours par rapport à votre moyenne. Si vous avez une immense moyenne et un gros écart type, peut-être que vos données sont quand même collées, là. C'est sûr que dans un exemple où vous travaillez avec des gros chiffres, on peut avoir un plus gros écart type et nos données sont quand même proches. Mais si vous travaillez avec des petits chiffres, un écart type de 20%, moi, je vous dis, les données sont très, très loin les unes des autres. Fait qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour savoir c'est quoi l'importance de l'écart type par rapport à la moyenne? Ben justement, on les divise l'un par l'autre. Plus le rapport des deux est grand, plus les données sont loin, plus le rapport des deux est proche, plus les données sont proches, tout simplement. Donc, c'est carrément ça le coefficient de variation. Diviser l'écart type par la moyenne fois 100, puis la même notation pour l'échantillon, donc S par X bar fois 100 pour l'échantillon. On fait fois 100, pourquoi? Parce que ça fait un pourcentage. Grosso modo, comment on interprète ça un coefficient de variation? Si votre coefficient de variation il est inférieur à 15, on vous dit que vos données sont hétérogènes, donc que vos données sont homogènes, donc vos données se ressemblent. Si vous êtes inférieur à 15, vos données sont homogènes, donc ils se ressemblent beaucoup. Ici, vos données sont plus grandes, si votre coefficient de variation est plus grand que 15, on dit alors que vos données sont hétérogènes, donc ils sont différentes. Donc, grosso modo, si on va un petit peu plus loin avec ça, votre coefficient de variation, s'il est inférieur à 16, donc grosso modo, votre inférieur à 15, là, si vous êtes plus petit que 15, on vous dit que la moyenne, regardez-là, ça fait bien du sens. Mais d'un autre côté, si votre coefficient de variation il est plus grand que 33, votre moyenne, c'est du caca. Touchez-y pas, ça veut rien dire.
Donc, par rapport à votre coefficient de variation, plus grand que 33, moyenne ne veut absolument rien dire, on ne la regarde même pas, comme l'exemple que j'avais donné dans un autre cours avec les 4 employés qui gagnaient 25 000 puis le boss qui gagnait 1 million, là. C'est sûr que le coefficient de variation, il explose là-dedans. Moyenne, c'est du caca, on ne regarde pas ça. Et si vous avez un coefficient de variation entre 16 et 33, là, on tombe dans la zone grise. On peut regarder la moyenne, mais avec un peu de recul, on peut regarder d'autres données. Il faut comme savoir que la moyenne est so-so. Fait que c'est une espèce de coefficient de variation, c'est une espèce de gauge pour nous dire est-ce que notre moyenne est bonne, ou est pas bonne, ou est ordinaire. On va faire des exemples comment calculer ça, puis vous allez voir, c'est pas particulièrement dur à interpréter. Donc, on va refaire les exemples 17, 18, 19. C'est quoi les exemples 17, 18, 19? C'est ce qu'on vient de faire dans le cours. Là. Donc, 17, 18, 19. On va les calculer ensemble. C'est bien niaiseux. Donc, grosso modo, le premier, c'est un échantillon. Donc, c'est S divisé par X bar fois 100. Je vais aller chercher mon tableur Excel. Donc, ici, l'exemple 1. Donc, on avait dit quoi? Mon coefficient de variation, c'est mon écart type. On avait dit que c'était un échantillon, donc celui-là, divisé par ma moyenne, celle-ci, multipliée par 100. On arrive à 49,23. 49,23. Interprétation, donc on peut mettre des pourcentages, c'est hétérogène. Donc, mes données sont hétérogènes. Et moyenne égale caca. N'écrivez pas ça à l'examen, mais c'est juste pour vous dire la moyenne n'est pas représentative. La moyenne n'est pas bonne. Là. Fait que ça ne vaut pas la peine de regarder la moyenne. Ça veut strictement rien dire. Exemple 18. Donc, avec les chars, me semble. Exemple 18. Ouais, le nombre de chars par ménage. Bon français, les chars. Donc, encore une fois, c'était un échantillon. Donc, c'était l'écart type divisé par la moyenne fois 100. Donc, on arrive encore une fois avec un coefficient de variation de 51. Donc, la moyenne, encore une fois, ne sera pas représentative. Donc, dans ce cas-ci, si je fais encore mon S sur X bar fois 100, donc là, j'ai fait les chiffres dans l'autre, fait que je vais juste vous domper la réponse. Malheureusement, j'ai une faculté de mémoire relativement poche, 51,4. 51,4. 51,4. C'est encore des pourcentages. Mes données sont toujours hétérogènes, comme ceci. Puis la moyenne, encore une fois, elle est poche. Moyenne, poche. Ça sert à rien. Exemple 19. On revient dans mon Excel. Exemple 19, là, celle que j'ai pas calculée formellement devant vous. Encore une fois, ça va être poche, là, je tiens à vous le dire. Là. Donc, si je fais égal ceci divisé par cela fois 100, on arrive encore à proche 52%, donc 52,4. Donc, là, par exemple, ici, c'est une population. Donc, dans le cas de ma population, c'est sigma sur mu fois 100. Et on arrivait à 52 points combien? 52,4. 52,4. Et encore une fois, mes données sont dites hétérogènes. Donc, mes données sont très différentes les unes des autres. OK, super. Donc, là, on a 3 exemples où est-ce que mes données sont hétérogènes. On va peut-être en faire un où est-ce que mes données sont homogènes. Il me semble que peut-être que ça nous aidera à comprendre. Tu sais. Donc, parfait. Supposons que l'on souhaite comparer entre eux les salaires des médecins de famille de la France et du Québec. Afin de comparer les revenus, on dispose des revenus moyens de l'écart type des revenus pour ces deux endroits. Donc, en France, les médecins gagnent 106 140 € et avec un écart type de 4 500 €. Et au Québec, c'est 264 000 $ et avec un écart type de 33 000 $ à peu près. Donc, je les ai déjà calculés pour vous autres. Donc, j'ai divisé mon écart type par ma population. J'arrivais à celui-ci à 4,27%. Puis celui-ci, j'ai divisé mon écart type par ma moyenne fois 100 et j'arrivais à 12,70%. Donc, dans les deux cas ici, j'arrive avec des données qui sont homogènes, donc qui se ressemblent. Et puisqu'ils sont inférieurs à ma moyenne, pas à ma moyenne, mais à mon 15%, là, parce que c'est inférieur à 15%,
ma moyenne ici, elle représente bien euh, euh, ma, notre circonstance, fait que c'est une bonne mesure à aller regarder. Maintenant, si on regarde petit a et petit b, à quel endroit observe-t-on la plus grande disparité du revenu chez les médecins, famille? Bien, clairement au Québec. Pourquoi? Parce que mon coefficient de variation, il est plus grand. Donc, quand mon coefficient de variation est plus grand, c'est là qu'il y a une plus grande disparité entre les salaires. Donc, à quel endroit on a la plus grande disparité? C'est au Québec. Et à quel endroit la distribution des revenus des médecins de famille est-elle le plus homogène? Grosso modo, c'est la même question mais que j'ai posée à l'envers. Donc, où est-ce qu'on est le plus homogène? C'est là où est-ce que mon coefficient de variation est plus petit. Donc, pas 4,27, mais en France. Et voilà, c'est ce qui termine le cours sur les mesures de dispersion. Il en existe d'autres des mesures de dispersion, mais je vous dirais, les quantiques, c'est pas mal celle qui est utilisée à toutes les sauces. Là. Donc, allez faire vos exercices, lâchez pas. Il reste encore le cours sur les mesures de position avant de terminer la matière. Il va nous rester aussi un autre laboratoire Excel à faire. Donc, il y a un laboratoire Excel. Je suis plus sûr du nombre de laboratoires Excel. En tout cas, regardez l'horaire pour savoir combien il en reste. Je suis plus sûr s'il y en a un ou il y en a deux. Je pense qu'il y en a un finalement. Allez, réfléchir. Je vous ai mêlé, je le sais. Oubliez ça. Donc, il nous reste encore un cours, une vidéo avant de pouvoir parler de l'examen. Je devrais vous envoyer sous peu la vidéo explicative ou les consignes pour l'examen. Donc, soyez attentifs au MIO puis au message. Sinon, je vous dis bonne étude et on se revoit dans une prochaine vidéo.